le journal. Le journal de 13h30 à la une de l'actualité. Derrière les barreaux, mais pas briser les Tunisiens de la flottille Soumoud tiennent bon. Les militants tunisiens sains et saufs et le moral intact. À ce stade, aucun calendrier précis n'a été communiqué concernant le sort des militants. Le droit international est pourtant clair. Il s'agit d'un acte de piraterie. Fin de route pour la marinette. Israël intercepte le dernier bateau de la flottille Soumoud. Sur le terrain, la machine de guerre sioniste continue de tuer dans la bande de Gaza. Au moins 50 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'aube. Mondiaux de para-athlétisme, Rawat Lili offre une nouvelle médaille d'or à la Tunisie. Météo, un ciel chargé Chan s'annonce, pluie éparse, vent soutenu et mer agitée au programme. Bonjour, les nouvelles en provenance du désert du Negev se veulent rassurantes. Les militants tunisiens arrêtés lors de l'assaut israélien contre la flottille internationale Soumoud sont en bonne santé et conservent un moral élevé, a affirmé ce vendredi l'avocat Semi Benrazi, membre du comité juridique de soutien. D'après les informations transmises par les avocats de l'ONG palestinienne Adela, qui ont pu rencontrer tous les détenus, les conditions physiques des participants tunisiens ne suscitent aucune inquiétude immédiate. Leur détermination reste intacte malgré la détention, a assuré Maître Benrazi. Selon la même source, l'occupation a tenté d'imposer aux militants 3 documents officiels de concerner la reconnaissance d'infraction à l'entrée illégale dans les eaux israéliennes et l'aveu d'une violation que les activistes ont catégoriquement refusé de signer, conformément aux consignes données avant leur départ. Un troisième document relatif à l'accélération de leur procédure de rapatriement a été laissé à leur libre choix. La majorité des Tunisiens et des Maghrébins détenus ont refusé de parapher tout document émanant de l'occupation, a insisté l'avocat. Les détenus ont été transférés non pas vers les prisons proches du port d'Ashdod, mais directement à la prison de Ktisiot, vaste complexe pénitentiaire situé en plein désert du Negev, à une trentaine de kilomètres de la frontière égyptienne et à environ 1 heure et demie de route de Bir Sheva. Ce centre de détention, connu pour accueillir prisonniers politiques et administratifs palestiniens, servira de lieu de rétention provisoire en attendant soit un éventuel procès, soit leur expulsion. À ce stade, aucun calendrier précis n'a été communiqué concernant le sort des militants ni sur la tenue éventuelle d'audience judiciaire. Le comité juridique tunisien demeure en contact permanent avec ses homologues palestiniens afin de suivre la situation de près et d'alerter les autorités locales et internationales. Le droit international est pourtant clair en ce qui concerne l'interception des navires dans les eaux internationales. Il s'agit d'un acte de piraterie. Dans ce contexte, la question qui se pose, comment libérer les interceptés, notamment pour la Tunisie qui n'a pas de relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Réponse de Fatma Rahash, docteur en droit international. Elle intervient au micro de Zainab Fers. L'interception de la flottille, elle est intervenue à 70-80 000 marins dans les eaux internationales dans lesquelles la liberté de navigation est le principe. La liberté de naviguer en mer, elle est reconnue par le droit international de la mer, le droit de la mer, la convention de Montego Bay, ce qui fait que les actes de l'armée israélienne sont considérés comme étant des actes illégaux. Il s'agit d'un acte de piraterie et les États ont le droit de réclamer la libération de leurs nationaux. Il faut rappeler ici que les États, ils ont une compétence personnelle, dans ce cas-là, pour demander et exiger la libération immédiate de leurs nationaux qui sont victimes d'un acte de piraterie maritime dans les eaux internationales. Donc la question qui se pose, comment on va faire, surtout que la Tunisie n'a pas de relation officielle avec l'entité sioniste, on ne reconnaît pas Israël et on est dans notre droit de ne pas le faire. Donc il s'agit de relations diplomatiques. Ici, il faut jouer la carte de la médiation, il faut recourir à une médiation, demander l'intervention d'États avec lesquels nous avons des relations diplomatiques et qui, eux, donc, ils ont des relations avec Israël. On peut par exemple demander la médiation de la Grèce, de la Turquie, afin de pouvoir jouer la médiation et demander la libération immédiate. De son côté, l'avocate Najat Hedrich de l'équipe juridique d'assistance aux membres de la flottille mondiale Soumoud
indiqué ce vendredi que l'ensemble des activistes de la flottille interceptés par les forces d'occupation sionistes ont été transférés tous à la prison de Ktiziot dans le désert du Negev. Elle a ajouté que l'équipe juridique d'assistance aux membres de la flottille a reçu un message de l'avocate Sausan Bishara, présidente de l'organisation Adalas, au centre juridique pour les droits des minorités arabes en Israël, qui avait accompagné les militants lors de leur interrogatoire au port d'Ashdod. Les avocats de l'équipe sont actuellement en route vers la prison pour rendre visite aux personnes arrêtées, leur apporter une assistance juridique et s'enquérir davantage de leur situation. Entre-temps, la flottille pour Raza a déclaré ce vendredi que son dernier bateau en route pour le territoire palestinien avait été intercepté après l'interception d'une quarantaine d'embarcations par Israël, qui a provoqué des manifestations dans plusieurs pays étrangers. Marinette, le dernier bateau restant de la flottille Soumoud, a été intercepté vers 10h29 à 7h29 GMT à environ 42,5 miles nautiques de Raza, a déclaré l'organisation sur ses réseaux sociaux, ajoutant qu'au total, ces 2 derniers jours, les forces navales de l'occupation israélienne ont intercepté illégalement nos 42 bateaux, chacun transportant de l'aide humanitaire. Les autorités d'occupation sionistes ont annoncé avoir ont soumis plus de 250 participants à la flottille à un interrogatoire avant de les transférer à l'administration pénitentiaire. Mais la lutte continue. Le mouvement de solidarité internationale avec Raza prend une nouvelle ampleur quelques heures après l'arraisonnement par la marine sioniste des bateaux de la flottille Soumoud. La Commission internationale pour la levée du blocus de Raza a annoncé qu'une nouvelle flottille de 10 navires est en route vers l'enclave palestinienne assiégée, parmi eux Vamir, un navire de grande capacité transportant à son bord 100 journalistes, médecins et militants. Pour sa part, le syndicat national des journalistes tunisiens a dénoncé l'arrestation des militants et des journalistes tunisiens à bord de la flottille. Dans un communiqué officiel, le SNJT a exprimé sa solidarité totale et inconditionnelle avec les embarqués, soulignant que leur participation à cette initiative est un acte courageux et professionnel, incarnant les valeurs de vérité, justice et liberté de la presse. Le syndicat exige la libération immédiate et sans condition des journalistes et militants tunisiens et appelle à une manifestation nationale demain, samedi 4 octobre. Sur le terrain, la machine de guerre sioniste continue de tuer dans la bande de Raza. Au moins 50 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'aube dans diverses zones de la bande de Raza. 13 des victimes attendaient de l'aide humanitaire. Le Hamas affirme avoir informé les médiateurs que les consultations sont en cours et qu'il a encore besoin de temps pour étudier le texte. Dans le reste de l'actualité nationale, à l'occasion de la Journée internationale des enseignants, célébrée chaque année le 5 octobre, la coalition éducative tunisienne a organisé ce matin une conférence scientifique à Tunis, placée sous le thème « L'enseignant entre les nécessités de la mise à jour scientifique et pédagogique et les impératifs sociaux ». Cette rencontre vise à ouvrir le débat sur les défis multiples auxquels fait face l'enseignant dans un monde en mutation rapide. Les échanges ont porté essentiellement sur la nécessité d'une formation continue adaptée à l'intégration des outils numériques dans la pratique éducative, ainsi que sur les conditions de vie décentes indispensables pour assurer un enseignement de qualité. Une initiative qui entend remettre au centre du débat public la place et le rôle essentiel de l'enseignant dans la formation des générations futures. Hanen Nafeti, vice-présidente de la coalition éducative tunisienne, nous en dit plus au micro de la Jebel Amara. L'enseignant en Tunisie travaille pendant de longues heures dans des salles qui sont encombrées avec des programmes qui sont saturés et qui ne répondent pas aux besoins actuels des élèves et des apprenants et qui ne répondent pas surtout à l'évolution technologique qu'on est en train de vivre. Donc, ils sont devant des élèves qui sont désintéressés complètement du contenu scolaire. En fait, le manque de financement a engendré une certaine dégradation au niveau de l'infrastructure. Les recommandations, tout d'abord,
D'abord, avoir vraiment des recrutements au niveau des professeurs qui sont en train de prendre leur retraite. Essayer de faire un bon investissement dans l'école tunisienne afin de pouvoir faire les réformes nécessaires. Avoir une stratégie éducative qui essaie de suivre toutes les évolutions technologiques. Essayer d'avoir une approche inclusive et l'enseignant est en train de subir cette pression sans avoir une certaine formation continue professionnelle au niveau des moyens de communication ou des moyens technologiques ou des moyens même psychologiques qui vont assurer le bien-être éducatif au sein de notre école. Dans un monde qui évolue au rythme effréné du progrès technologique, 75% des enseignants en Tunisie n'ont reçu aucune formation dans le domaine du numérique et seulement 6% des 25% restants se déclarent satisfaits de la formation reçue selon une récente étude élaborée par l'Institut supérieur de l'éducation de la formation continue de Tunis. Zied Labelsi, docteur en sciences de l'éducation à l'Institut supérieur de l'éducation de la formation continue de Tunis, appelle les autorités à repenser en profondeur le système de formation continue des enseignants. Il préconise la mise en place d'une stratégie cohérente et d'une vision claire afin de mieux répondre aux exigences croissantes du numérique dans le secteur éducatif à l'échelle nationale et internationale. Écoutons-le au micro de la Jebel Amara. Au niveau de notre étude, on a identifié 75% des enseignants qui n'ont suivi aucune formation institutionnelle en matière de numérique et les 25 autres d'enseignants, juste 6% disent qu'ils sont satisfaits par rapport à cette formation institutionnelle. Ils disent que cette formation a impacté significativement leur pratique. Le numérique, il doit être appréhendé et considéré sur 3 dimensions qui vont en parallèle. Premièrement, la dimension administrative, la dimension pédagogique et la dimension de la littératie numérique. C'est le fait d'intégrer le numérique comme étant une culture. C'est préparer les nouvelles générations à être des citoyens branchés. Donc ça, c'est le rôle fondamental de l'école. Donc le numérique, il doit être intégré dans tous ces plans pour qu'il affronte d'une manière optimale et sûre et sereine le monde technologique extérieur. Santé, le vaccin contre la grippe saisonnière sera disponible en pharmacie et dans les centres de santé de base à partir du 15 octobre en cours, a annoncé le ministère de la Santé. La grippe saisonnière qui se propage en automne et en hiver peut s'avérer dangereuse, notamment pour les catégories vulnérables, et la vaccination annuelle offre une protection estimée entre 70 et 80% et réduit les complications, ajoute le ministère dans un communiqué publié sur sa page officielle. À l'occasion de la journée mondiale de l'ostéoporose, le service de rhumatologie et orthopédie de l'hôpital universitaire Montgislim à la Marsa, en collaboration avec la Fondation internationale de l'ostéoporose, organise ce samedi une journée de sensibilisation à l'ostéoporose qui coïncide avec le 20 octobre de chaque année. Cette journée, porte ouverte, vise à informer, prévenir et encourager un mode de vie sain pour réduire l'impact sanitaire et social de cette pathologie osseuse. Selon professeur Ahmed Dalat, chef de service de rhumatologie à l'hôpital universitaire Montgislim, l'ostéoporose est une maladie silencieuse qui touche environ 25% des femmes de plus de 45 ans, notamment au cours de la période de la ménopause, et un homme sur 7 sont atteints de cette maladie. Écoutons-le au micro de Safzeli. Cette journée est organisée pour le public gratuitement. Elle va comporter une dizaine de stations qui sont destinées à informer et définir l'ostéoporose pour savoir ce que c'est, et puis rechercher les facteurs de risque d'ostéoporose et voir si on a besoin de confirmer cette ostéoporose. Puis donc pour se renseigner quant aux différents traitements qui vont nous permettre donc de contrecarrer les effets de cette maladie fréquente et silencieuse. Alors fort heureusement, les traitements de l'ostéoporose pour la majorité, les principaux, sont disponibles en Tunisie, que ce soit sous forme de comprimés ou d'injections pour la classe principale qui sont les bisphosphonates. Voilà, donc c'est l'occasion vraiment pour justement informer, dépister et puis orienter les femmes surtout quant à l'ostéoporose et donc essayer de dévoiler cette maladie souvent méconnue et qui peut être grave en termes donc de fracture. C'est enfin le bout du tunnel pour le projet de construction de l'hôpital régional de Rardima à Jandouba après l'élimination de tous les obstacles qui empêchaient sa concrétisation. Les détails avec notre correspondant Jamel Tibi.
Le projet est en effet sorti de la pénombre et tous les obstacles qui faisaient barrière à sa réalisation sont levés selon l'un des députés de la région qui a fait état d'un démarrage imminent des travaux de construction de l'hôpital. Selon la même source, le projet s'est heurté à des problèmes d'ordre financier se rapportant à la TVA et aux droits d'enregistrement, obstacles qui ont été levés après une réunion avec le ministre de la Santé et toutes les parties y afférentes et qui ont permis d'entamer les procédures d'enregistrement du projet. Aussi, les autorités régionales sont-elles parvenues à régler la question du terrain destiné à abriter les équipements du chantier en signant un accord avec un propriétaire privé portant octroi d'un terrain approprié à titre de location, ce qui a permis enfin de sceller définitivement toutes les composantes de ce projet sanitaire qui va profiter à près de 80 000 habitants et de leur fournir des prestations sanitaires diversifiées et pérennes. Les récentes émissions de gaz dans la région de Ranouche, délégation de Gabès, ont créé un climat de panique parmi les habitants. Plusieurs élèves ont été victimes d'évanouissements et de difficultés respiratoires. Les cas les plus graves ont été transférés en urgence vers des hôpitaux à Tunis. Un incident qui vient aggraver une situation déjà préoccupante. Le point avec notre correspondant, L'Artel Suite. Aujourd'hui, la situation dans les zones des usines du groupe chimique est devenue intenable et risquée. La santé des riverains demeure menacée tant qu'on n'a pas consolidé le dispositif de santé publique. Investi dans des installations de traitement de gaz générées par le process de fabrication, à l'instar de toutes les usines du genre dans le monde. Certains pays font passer ces gaz à travers un lit de chaux vive, grand inhibiteur de fluor, de CO2 et de P2O5, gaz incriminé dans ces incidents. Une fatalité imparable du processus de traitement. À Guebs, la population insiste sur la concrétisation des promesses faites par les différents gouvernements depuis des années, par la construction d'un nouvel hôpital universitaire, un centre de grands brûlés et la création d'une faculté de médecine pour lesquels les sites et les terrains ont été réservés et viabilisés depuis plusieurs années. Rappelons qu'en ville, c'est le même cas de figure qui se présente. Pour sauvegarder la santé de la population, la faune et la flore dans ces régions, il faudrait agir en toute urgence et avec le plus grand sérieux du monde. Au Maroc, le collectif de jeunes marocains Jeunes Z212, récemment créé, a appelé dans la nuit du jeudi à vendredi à la démission du gouvernement après une 6e soirée consécutive de manifestations pour de meilleurs services de santé et d'éducation marqués par des violences meurtrières. Le peuple veut la santé et l'éducation, ont scandé des dizaines de manifestants brandissant des drapeaux marocains dans le quartier commerçant d'Agdal, au centre de Rabat, la capitale marocaine. Plus tôt, le Premier ministre a affirmé la volonté de l'exécutif de répondre aux revendications sociales des jeunes et sa disposition à dialoguer. Sport, Rawat Lili offre à la Tunisie sa 2e médaille d'or lors des championnats du monde de parathlétisme qui se déroulent dans la capitale indienne, New Delhi. L'athlète a remporté ce matin la médaille d'or dans l'épreuve du lancer du disque. Elle a réalisé un lancer de 33,81 mètres. Grâce à ce nouveau sacre, la Tunisie porte son total à 5 médailles, 2 d'or, 2 d'argent et 1 de bronze. La météo à la fin de cette édition, des nuages denses concerneront le nord-ouest et seront accompagnés de quelques pluies. Le temps sera passagèrement nuageux sur le reste des régions, à progressivement nuageux en fin de journée sur les régions côtières du nord avec des pluies éparses. Le vent soufflera de secteur nord relativement fort sur les hauteurs et les régions côtières est faible à modéré sur le reste des régions. La mer sera agitée à très agitée. Les températures maximales seront comprises entre 21 et 26 degrés au nord et au centre, aux alentours de 18 degrés sur les hauteurs ouest et entre 27 et 29 degrés au sud. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Derrière les barreaux, mais pas brisés, les Tunisiens de la flottille Soumoud tiennent bon. Les militants sont sains et saufs et le moral intact. Fin de route pour la marinette. Israël intercepte le dernier bateau de la flottille Soumoud. Sur le terrain, la machine de guerre sioniste continue de tuer dans la bande de Gaza. Au moins 50 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'aube. Un ciel chargé s'annonce, pluie éparse, vent soutenu et mer agitée au programme. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi.
Merci à Kaiser Bouzriba et Rim Trabelsi pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.